Bonjour à tous. Merci à Madame Azatassou et au réseau d'échange des médecins africains pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, pour discuter autour de ce thème qui nous intéresse, à savoir les anévrismes et les malformations artério-veineuses intracrâniennes. Alors, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis neurochirurgien, professeur de neurochirurgie au niveau de l'hôpital universitaire de Rabat et je pratique au sein du Centre de neurosciences, fondé par une organisation non gouvernementale à but non lucratif, à savoir la Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux. Et nous avons la chance, avec nos maîtres et pionniers, de prendre en charge ce type de pathologie depuis les années 80 et depuis 2008 au niveau du centre, notamment par radiochirurgie gamma knife, dont on va discuter. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les anévrismes et les malformations intracrâniennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit quand même de deux pathologies distinctes. Donc, on a entendu un peu l'introduction et qui se retrouvent de par en fait leurs complications gravissimes, à savoir la mortalité qu'elles peuvent générer. Alors, l'accident vasculaire cérébral hémorragique étant leur complication type, il pourra, comme on va le voir, être soit cérébral ou méningé. Et il est utile de rappeler à ce titre que les accidents vasculaires cérébraux restent quand même la première cause aujourd'hui reconnue pourvoyeuse aussi bien de mortalité et d'handicap à l'échelle mondiale. Et ce type de pathologie est en train de passer devant les pathologies cardiovasculaires et le cancer même. Pour nous, on insiste énormément sur le fait qu'il s'agit d'une urgence médicale et voire chirurgicale absolue. Et donc, c'est à ce titre l'importance du sujet. Alors, pour revenir à des définitions de base, on a l'habitude de classifier les malformations vasculaires cérébrales en plusieurs catégories. Bien entendu, type de malformations plus rares, à savoir les fistules artério-veineuses intracrâniennes ou encore les cavernomes intracrâniens. Alors, premier sujet sur lequel je vais relativement m'étendre, ça sera les anévrismes intracrâniens, de par aussi bien leur gravité que leur fréquence. Donc, au sens strict, on appelle un anévrisme artériel une perte du paralysme des bords d'une artère qui va faire en sorte que l'anévrisme apparaît et comme vous le voyez, peuvent être de forme saculaire ou fusiforme. Il s'agit de malformations vasculaires purement artérielles. Elles représentent à peu près jusqu'à 2% dans les séries autopsiques, donc c'est dire un peu leur fréquence. Alors, sur les plans épidémiologiques, ça va concerner une population d'âge moyen, aux environs de la cinquantaine, mais on a des adultes comme des sujets d'âge très avancé qui vont poser quelques particularités dans leur prise en charge vu les âges extrêmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une pathologie qui va concerner deux femmes pour un homme. Donc, sur le plan épidémiologique, les femmes se retrouvent plus impactées par ce type de pathologie et il existe quelques formes familiales, mais qui restent exceptionnelles, on va le voir. Alors, une notion importante, c'est l'idée fausse qui se fait comme quoi dans nos contrées, donc à savoir en milieu africain, les anévrismes seraient rares. Donc, ce concept a été battu déjà dans les années 80. Vous voyez ici la courbe d'évolution dans notre pratique. On voit que les chiffres ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de cas traités chaque mois. Et donc, en fait, il n'y a pas de rareté de la pathologie, mais c'est plutôt de la méconnaissance et du sous-diagnostic, comme on va y revenir. Alors, quelques notions d'anatomie de base, bien sûr. Quand on parle des anévrismes, on s'adresse à la vascularisation cérébrale et en l'occurrence
Vous connaissez tous le polygone de Willis, donc c'est ce fameux cercle artériel qui permet de vasculariser le cerveau, donc qui siège à la base du cerveau à partir des carotides internes et du système vertébro-basilaire qui s'anastomosent entre eux. Et comme vous pouvez le voir, 95% pratiquement des anévrismes siègent à ce niveau-là et la majorité vont intéresser la partie antérieure. Donc on parle d'anévrisme de la circulation antérieure par opposition aux anévrismes de la circulation postérieure, à savoir le système vertébro-basilaire. Et comme on va le voir, les indications, parfois les traitements et pronostics vont différer. Alors, concernant l'origine, donc, comme on a dit, il s'agit d'une altération de la paroi artérielle qui va aboutir à cette, disons, dilatation de la paroi. Il y a bien sûr plusieurs facteurs qui vont soit initier, soit promouvoir cet état de fait. Et on a l'habitude de classer ou de distinguer ce qu'on appelle les anévrismes dégénératifs congénitaux qui sont donc les plus fréquents. Mais il faut savoir qu'il existe, bien entendu, des anévrismes dits secondaires qui peuvent être secondaires à des infections, notamment tout ce qui va être anévrisme dit mycotique dans un contexte, par exemple, d'endocardite infectieuse. D'autres peuvent être traumatiques, inflammatoires ou autres. Et donc, bien entendu, la majorité reste les dits congénitaux. Alors, concernant le phénomène de rupture, cette rupture va se produire au niveau du point de faiblesse. Donc, souvent, c'est au niveau du sac dans son fond, puisque c'est là où les pressions s'exercent et vont faire rompre la paroi. Alors, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de facteurs de risque concernant cette rupture. On insiste énormément sur le tabac. Donc, comme vous le savez, le tabac est lié à plusieurs pathologies. Donc, ici, c'en est une, puisque, comme on le voit, ce risque peut être multiplié par 5 chez le patient tabagique. Bien sûr, va s'associer d'autres facteurs de risque, à savoir l'hypertension artérielle chronique, l'alcool, les efforts physiques et tout ce qui va être à l'origine d'un à-coup tensionnel, bien sûr, sur une paroi fragile, peut précipiter une rupture. Alors, les facteurs qui vont majorer donc ce risque, la taille de l'anévrisme peut jouer un rôle, également sa forme. Donc, il faut noter aussi qu'on retrouve classiquement et aussi dans notre pratique ce qu'on appelle des variations saisonnières. Il y a certaines saisons, automne, hiver, où certaines variations de pression atmosphérique fait qu'on a comme ça des vagues en fait de patients qui viennent en salve et puis peut-être des mois un peu plus calmes. Donc, il faut savoir y faire face. Alors, les conséquences de la rupture sur le plan donc fondamental, quand on parle d'une rupture anévrismale, donc, la conséquence, bien entendu, ça sera l'hémorragie méningée. Donc, l'hémorragie méningée, c'est quoi? C'est l'irruption du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, le plus souvent donc dû à cette rupture anévrismale. Et bien sûr, on peut parler d'hémorragie méningée pure ou d'hémorragie cérébro-méningée si la force du jet ou de la rupture se propage même au niveau du parenchymateux cérébral. Et on verra que ça peut donner quelques différences sur le plan aussi clinique. Donc, je réinsiste qu'il s'agit d'une urgence vitale nécessitant une prise en charge neurochirurgicale immédiate. Alors voilà donc le fameux espace sous-arachnoïdien, donc c'est l'espace entre la dure mère et la surface du cerveau, à savoir la pimaire. Et c'est là, vu que les vaisseaux ou les gros vaisseaux siègent dans cet espace, la rupture va faire que le sang diffuse dans ces espaces. Et donc, comme je le disais, on le distingue de l'hémorragie intraparenchymateuse pure. Les deux, bien sûr, pourront s'associer. Alors, il faut savoir que dans le cadre des diagnostics différentiels, lorsqu'on a aussi un diagnostic d'hémorragie méningée, il ne faut pas oublier les autres causes éventuelles. Il faut être sûr qu'on n'est pas dans un contexte de traumatisme. Donc, des pathologies de type, je dirais, dysplasie ou inflammation artérielle qui peuvent, dans certains cas, être à l'origine. Et dans nos statistiques, à peu près jusqu'à 20% des cas peuvent rester d'origine incertaine. Donc, la cause la plus fréquente de l'hémorragie méningée, c'est l'anévrisme ou la rupture de l'anévrisme. Mais, bien entendu, une hémorragie méningée ne veut pas dire forcément origine anévrismale. Donc, il faut
pour nous exclure l'anévrisme devant toute hémorragie méningée. Donc, c'est le message à retenir. Sur le plan physiopathologique, donc, le fait que cette rupture va survenir, donc, ce qui se passe, c'est une sorte de réaction de l'organisme, notamment une augmentation brutale de la tension intracrânienne qui va faire en sorte que l'hémostase va pouvoir se faire. Et le risque, en fait, c'est que le patient passe cette phase aiguë où l'hémorragie s'arrête, mais il reste exposé à un phénomène de ressaignement. Donc, dont la cause, c'est tout simplement la lyse du caillot initiale qui va survenir et, comme on va le voir, cette, disons, euh, rupture ou ressaignement risque d'être cataclysmique pour le patient. Alors, à côté, donc, on peut avoir un certain nombre d'autres complications, notamment des troubles de la circulation du liquide cérébrospinal lorsque donc celui-ci est perturbé par le sang qui arrive à ce niveau. Alors, concernant les symptômes, on insiste énormément sur le mode de diagnostic donc de l'hémorragie méningée, à savoir que souvent on parle de coup de tonnerre dans un cercle serein, c'est-à-dire un patient qui jusque-là ne présentait aucun symptôme et qui brutalement, de façon, comme on dit, explosive, d'emblée maximale, va présenter des céphalées brutales avec tout le cortège donc méningé, à savoir les vomissements, photophobie, phonophobie. On peut avoir des pertes de connaissance, on peut avoir des comas d'emblée, on peut même avoir des morts subites comme type de présentation. Et donc, c'est vraiment des tableaux très brutaux et parfois gravissimes. Donc, bien sûr, il peut y avoir des variantes, et c'est devant ces variantes que le clinicien devra prêter attention. Parfois, des céphalées peuvent être modérées et donc parfois être trompeuses. Donc, comme j'ai dit, ça peut être un coma d'emblée ou carrément une mort subite, et donc ce n'est qu'à l'autopsie qu'on fait le diagnostic. Et puis, on peut avoir, comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance ou un simple syndrome confusionnel. Le tout, c'est d'être alerté par la brutalité des symptômes et donc la sévérité de la céphalie. Alors, les autres signes cliniques au niveau de l'examen, ben, on va retrouver la raideur méningée classique. On insiste sur le fait qu'il n'y a pas de fièvre, donc pour le diagnostic différentiel avec des méningites ou un contexte infectieux. Dans le cadre de l'hémorragie méningée, dans sa présentation, on parle de syndrome méningé donc non fébrile. Il faut noter qu'un des éléments de gravité, c'est la possibilité de signes végétatifs, notamment une bradycardie, tachycardie, instabilité tensionnelle. Ça, c'est dans le cas les plus graves. Et puis, bien sûr, ça peut aller jusqu'à des troubles respiratoires et des troubles, je dirais, d'homéostasie générale assez graves. Sur le plan neurologique, on peut retrouver des signes dits de focalisation, donc qu'il faudra savoir rechercher et qui permettront de préciser le contexte. S'agit-il d'une hémorragie méningée pure ou d'une hémorragie méningée associée éventuellement à une hémorragie intraparenchymateuse. Donc, vous connaissez très bien les signes classiques de la méningite ou du syndrome méningé plutôt, à savoir le signe de Koenig et de Brudzinski. Et puis, donc, on pourra aussi chercher quelques anomalies au niveau du fond d'œil, la paralysie du 3 qui pourrait orienter vers quelques topographies, à savoir l'anévrisme de la colonne postérieure et bien sûr un déficit neurologique, une épilepsie. Tous les signes de focalisation peuvent être décrits et peuvent être plus ou moins orientateurs. Donc ici, on a un aspect de fond d'œil avec ces images donc d'hémorragie rétinienne, donc qui orientent vers le diagnostic aussi. Alors, on insiste énormément sur le fait que la méconnaissance de ces symptômes peut entraîner des délais en termes de prise en charge. Et là, on voit un peu l'évolution de notre pratique avec des délais d'admission entre J2 et J3 qui aujourd'hui donc commencent à être, je dirais, la norme. Mais bien sûr, c'est je dirais, la compétence du médecin qui reçoit le patient en premier qui doit être alerté et doit essayer de réduire ce délai de prise en charge au maximum, car comme on va le voir, les complications, et notamment ce fameux renseignement, peut survenir très tôt, et donc la prise en charge et le traitement doivent se faire très
précocement. Alors, différents scores ont été proposés. Donc, celui qu'on utilise régulièrement, c'est le score de la WFNS, donc la World Federation of Neurosurgery, donc qui décrit en grade 0 un anévrisme qui serait non rompu, et puis du grade 1 au grade 5, une gradation selon, disons, l'altération de l'état de conscience, puisque un grade 1, c'est un patient parfaitement conscient avec un Glasgow à 15. Et donc, ça passe pour les comas profonds au grade 4 et 5 qui, comme on va le voir, vont être gravissimes. Alors, les autres présentations, donc à peu près la moitié des patients peuvent présenter des variations sémiologiques et c'est par rapport à cela qu'il faut être très prudent. Et puis, donc, on a parfois des contextes dits d'ambiguïté. Un patient qui est retrouvé à la suite d'une chute et on fait un scanner, on trouve une hémorragie méningée. On ne sait pas est-ce que c'est attribuable au traumatisme ou à l'hémorragie. Et là, on insiste sur l'interrogatoire. Il faut insister. Est-ce que le malade a fait un malaise qui a entraîné son traumatisme ou s'agit-il vraiment d'une chute et donc avec une hémorragie méningée post-traumatique? Donc, j'insiste. Alors, un des messages, je disais, phares de ma présentation, c'est que devant toute céphalée aiguë et inhabituelle, on doit rechercher systématiquement une hémorragie sous-arachnoïdienne. Alors, bien entendu, les autres formes de présentation des anévrismes, parfois, ils ne sont pas rompus, mais ils vont donner, de par leur volume, un signe neurologique. C'est surtout les atteintes oculomotrices pour les anévrismes intracaverneux et les anévrismes de la communicante postérieure. Et parfois, bien sûr, certains volumes peuvent être tellement larges qu'on peut avoir un syndrome dit quasiment tumoral, une présentation dite pseudo-tumorale. Alors, les investigations à faire maintenant, lorsqu'on est devant ce tableau d'hémorragie méningée, donc il s'agit d'une urgence, et dans ce contexte de l'urgence, disons, l'élément paraclinique ou l'examen le plus utile et immédiatement à faire, c'est bien entendu le scanner cérébral. Donc le scanner cérébral, comme on le voit ici, va permettre de confirmer le diagnostic, donc à savoir montrer une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens qui correspond au sang frais dans ces espaces-là. Et puis, donc, il faut savoir que l'importance de cette hémorragie peut être aussi classifiée selon la classification de Fischer, qui est un grade pronostic selon l'importance du sang. Les complications, comme on va le voir, vont être plus importantes. Et puis, il permettra aussi d'orienter par rapport à la topographie d'un éventuel anévrisme, une hémorragie dans la vallée sylvienne orientant vers une hémorragie de la vallée sylvienne, dans l'espace interhémisphérique vers les anévrismes de la communicante antérieure. Et puis, comme on le voit ici, le stade de l'imagerie scanner permet de voir l'hypertension intracrânienne, donc ici un effacement total des sillons, et puis parfois même des complications de type, comme vous le voyez ici, une dilatation des ventricules au niveau des cornes temporales, notamment ici, et qui témoigne déjà d'une complication de type hydrocéphalie aiguë qu'il faudra gérer en parallèle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, parfois ça peut être plus discret. Donc ici, on voit la composante hémorragie méningée en pré-mésencéphalique, prépontique, et puis on voit ce petit hématome, donc comme je le disais, très localisé sur la vallée sylvienne, et donc qui va orienter vers plutôt un anévrisme de cette topographie. Donc il faut savoir, disons, détecter l'hémorragie elle-même, et puis s'orienter vers la topographie d'un éventuel anévrisme grâce au scanner. Alors, bien sûr, le diagnostic différentiel, ça va être l'hémorragie intracérébrale. Donc, vous voyez que la topographie est différente. Ici, on est dans le parenchyme cérébral. Et là, ça va renvoyer vers d'autres, disons, diagnostics lorsque c'est pur. Donc, une hypertension, mais aussi, comme on va le voir donc, dans notre deuxième partie, à savoir les malformations artérielles, surtout lorsque le sujet est jeune et n'est pas connu porteur de pathologie cardiaque ou autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le scanner peut être normal jusqu'à 20% des cas, et ce pour deux raisons principales. Soit que l'hémorragie a été très discrète, on parle parfois
du phénomène d'épistaxis méningée, c'est-à-dire une petite rupture. Donc, en général, c'est le premier signe d'alarme et qui peut parfois malheureusement passer inaperçu. Et la même chose, si il n'y a pas eu le réflexe de faire le scanner suffisamment précoce, donc on passe quelques jours, on peut faire un scanner et passer totalement à côté donc du diagnostic. C'est pour ça, on insiste énormément sur un scanner immédiat. Alors, l'IRM, bien entendu, n'est pas tellement disponible dans le contexte d'urgence, mais parfois elle peut être utile parce que justement, dans ce type de contexte, d'un scanner fait à distance, l'IRM peut retrouver des stigmates, surtout sur les séquences T2 étoiles, donc qui sont très sensibles au dépôt d'hémocédérine et donc de sang. Ils peuvent faire détecter des stigmates et des hémorragies, même anciennes, et donc parfois elle est pratiquée à ce titre. Alors, dans le cas du doute, un examen simple qui est la ponction lombaire permettra, bien entendu, de tirer les choses au clair. Donc, c'est surtout lorsque le scanner est négatif, on peut être amené, vu la forte suspicion clinique, à réaliser, bien entendu, une ponction lombaire. Donc, celle-ci sera positive si elle ramène un liquide clairement sanguinolent. On pourra faire des analyses de ce liquide, notamment à la recherche de pigments, si le liquide est clair, pour voir éventuellement euh, s'il ne s'agit pas d'une hémorragie ménagée à un stade, je dirais, tardif. Et puis, on réalise la fameuse épreuve des trois tubes qui permet de différencier entre, je dirais, un saignement traumatique dû à la ponction, où on va voir que disons, le liquide va s'éclaircir entre les trois tubes, ou plutôt une hémorragie ménagée vraie, où là, les trois tubes sont homogènes. Et puis, aussi, le caractère de l'hémorragie ménagée, c'est qu'elle donne disons, un saignement non coagulable. Donc, c'est un peu le distinguo entre une hémorragie due à la ponction donc, traumatique ou une véritable hémorragie ménagée. Donc, retenir ce test des trois tubes. Alors, les autres investigations à visée étiologique, donc bien entendu, l'IRM peut être couplé à une angio-IRM et surtout dans nos protocoles, on insiste après le scanner à faire immédiatement, lorsqu'on a le diagnostic d'une hémorragie ménagée, un angio-scanner. Donc ça, aujourd'hui, c'est disponible quasiment partout et donc ça permet quand même le diagnostic dans plus de 80%, voire 90% des cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces examens de routine, s'ils sont négatifs, ils n'éliminent pas formellement le diagnostic d'anévrisme et donc il faut absolument pousser à la réalisation lorsqu'on a une forte suspicion d'une artériographie cérébrale. Alors l'artériographie cérébrale, il s'agit d'une opacification des vaisseaux cérébraux dans un but de diagnostic d'anévrisme, donc par injection de produits de contraste. Donc là, disons que la disponibilité de ces appareils reste problématique, mais le développement de centres de cardiologie, et en général, c'est des appareils qui peuvent être mutualisés et utilisés notamment avec les centres de cardiologie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, au moins dans chaque pays, on devrait disposer de ce type d'appareillage. Donc, bien sûr, c'est ce qui va permettre l'opacification des vaisseaux cérébraux. Et l'objectif, bien sûr, ça va être de faire le diagnostic. Alors, les autres examens qui peuvent être demandés. Donc, c'est des hémocultures en cas de suspicion d'anémie mycotique et puis la recherche d'autres anomalies, par exemple une polykystose rénale qui constitue donc une des formes familiales justement des anévrismes intracrâniens. Alors, les causes de l'hémorragie, donc ça va être le diagnostic de l'anévrisme. Donc, voici l'aspect sur l'artériographie justement. Donc, l'artériographie va montrer une image dite d'addition, une perte de parallélisme donc des parois artérielles et bien entendu l'intérêt de l'artério, c'est aussi d'identifier le nombre, comme ici vous voyez de multiples anévrismes que vous pouvez identifier, leur topographie. Donc, là, on est sur le siphon carotidien. Ici, on est proche de la bifurcation. Ici, on est sur la communicante. Et ici, un anévrisme géant, et donc aussi la taille. Et donc, ça va donner toute une série de paramètres, comme je le décrivais, techniques, qui vont permettre, selon la taille du sac, la taille du collet, c'est-à-dire la jonction de sac anévrismal avec la paroi artérielle, d'orienter aussi les thérapeutiques.
ce qu'on peut faire aussi, c'est profiter pour les cas où, je dirais, l'indication est claire, de l'artériographie même pour le traitement. C'est-à-dire que le protocole d'exploration et de prise en charge peut être diagnostic clinique d'hémorragie méningée, scanner de confirmation, angioscanner de confirmation de l'anévrisme, et puis on passe à la salle d'angiographie pour le diagnostic, on va dire, précis et requérir les éléments techniques. Et si les éléments techniques sont en faveur d'un geste endovasculaire, celui-ci peut être pratiqué immédiatement. Et donc, un anévrisme peut être parfaitement sécurisé dans les 24 heures et selon ce type de protocole qui est pour nous l'idéal. D'autres aspects donc d'anévrisme dit géant, donc à chaque fois qu'on dépasse les 2 centimètres, on peut parler d'anévrisme géant, donc qui vont être plus problématiques pour la prise en charge. Alors comme vous le voyez, ça c'est un peu nos statistiques. On voit que on peut avoir des anévrismes multiples, dont pratiquement jusqu'à la moitié des cas. Pour ce qui est de la taille, donc vous voyez que la taille est très variable, avec la même chose des anévrismes donc géants dans pratiquement 20% des cas. Alors, on peut avoir ce type d'image dit d'anévrisme en miroir. Donc, c'est des anévrismes qui siègent sur la sylvienne de part et d'autre. Et puis, quand vous voyez la localisation, vous voyez que la majorité siège sur la circulation antérieure, à savoir la carotide interne, l'artère communicante antérieure, l'artère cérébrale moyenne et à peu près 10% concerne le système vertébro-basilaire, donc qui reste plus problématique quant à ces approches thérapeutiques. Alors, comme je le disais, le contexte d'anévrisme multiple est à détecter et là se posera la question de quel anévrisme asséner en premier. Et donc, bien sûr, il y a des critères radiologiques, notamment la forme, la taille, la régularité de la paroi qui peuvent être orientateurs. Et ce anévrisme, donc identifié comme étant à l'origine de saignement, devra être traité en priorité en cas d'anévrisme multiple. Donc, c'est le cas, comme vous le voyez ici, je le disais, donc une hémorragie qui est localisée sur la vallée sylvienne et l'artériographie qui confirme donc un anévrisme au niveau de l'artère sylvienne et donc aller le traiter en urgence. Alors, les complications évolutives, donc comme je le disais, l'apparition de l'hémorragie méningée va entraîner une hypertension intracrânienne. Celle-ci peut être majorée par des phénomènes d'hydrocéphalie qui peut être aiguë, qu'il faudra traiter en urgence. Donc, l'hydrocéphalie aiguë est due à l'obstruction des voies d'écoulement du SCR. Plus grave pour nous sera la récidive hémorragique. Donc, vous voyez qu'elle peut aller jusqu'à 30% la première année et c'est l'impératif absolu car, comme vous le voyez, la mortalité peut être très élevée jusqu'à 80%. Donc, c'est l'impératif absolu pour diagnostiquer et traiter précocement. Donc, idéalement, dans les 24-48 heures de la survenue de l'hémorragie. Alors, autre complication, et non des moindres, car elle va engager là aussi le pronostic à la fois fonctionnel et vital, c'est le phénomène du vasospasme. Le vasospasme, c'est une vasoconstriction sévère et parfois prolongée de la paroi artérielle en réaction à la présence du sang. Donc, il faut savoir que le sang, lorsqu'il siège au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, aura un phénomène irritatif sur les vaisseaux sanguins cérébraux. Ceux-là vont en quelque sorte se spasmer, donc se rétrécir de calibre, et bien entendu, l'irrigation cérébrale s'en trouvera impactée, et qui dit irrigation cérébrale impactée dit bien entendu risque de complications de type ischémie. Donc, on était dans un contexte d'hémorragie, mais on va se retrouver dans une forme d'accident vasculaire ischémique cérébral étendu, et donc ce qu'on appelle l'ischémie secondaire à l'hémorragie, et la cause, c'est bien entendu le vasospasme. Donc, il peut survenir jusqu'à 50%. Dans certains cas, il peut être sévère, entraînant une mortalité non négligeable. Et puis, il va survenir entre le 4e et 10e jour et il peut être accompagné de quelques signes cliniques, à savoir une hyperthermie donc, qui s'installe secondairement. Comme je le disais initialement, en général, on n'a pas de fièvre dans ce contexte. Alors, les conséquences, comme je le disais, donc, il peut être asymptomatique, mais plus grave, il peut être responsable d'un infarctus cérébral, donc il pourra être objectivé au scanner à type d'hypovolemie
densité cette fois-ci, et puis aussi par l'artériographie et surtout le Doppler transcrânien qui permet de monitorer ce phénomène de vasospasme et puis surtout aussi d'évaluer les thérapeutiques qui devront être mises en place pour le traiter. Alors, la prévention, pour nous, c'est surtout le maintien d'une bonne hypertension artérielle. Donc, on maintient une légère hypertension et puis la nimodipine comme agent pharmacologique disons, constrictif du vaisseau peut aider à lutter contre ce vasospasme. Parfois, il est utilisé en interventionnel, c'est-à-dire en paire procédure d'artériographie pour lever un spasme, disons, localisé. Alors, voilà un peu ces risques ou facteurs de risque pour le vasospasme. Donc, comme je le disais, c'est surtout la classification de Fischer, donc à savoir la présence du sang qui est le plus corrélé à l'apparition de ce vasospasme. Alors, les autres complications qui ne sont pas à négliger, c'est des complications d'ordre systémique, à savoir l'hyponatrémie. Et puis, comme je le disais, parfois c'est des troubles cardiaques, donc on a l'habitude de demander systématiquement une troponie dans ce contexte pour être sûr qu'il n'y a pas eu de décompensation d'une, je dirais, ischémie cardiaque et puis d'autres complications donc, qui vont justifier d'une réanimation du patient. Alors, les complications à distance, on a parlé de l'hydrocéphalie aiguë, mais on peut avoir ou assister à un phénomène d'hydrocéphalie chronique par trouble de la résorption du SCR qui s'installe de manière secondaire. Donc, cela justifie bien entendu d'une surveillance à long terme et puis la récidive hémorragique tardive. Alors, le pronostic de ces ruptures anévrismales, comme vous le voyez, il est gravissime. Il peut atteindre les 60%, avec plus de 10% de mortalité dans les 10 premiers jours. C'est surtout des déficits invalidants qu'on retrouve, c'est 25% des survivants. Et il faut retenir que les facteurs de mauvais pronostic vont être, comme je le disais, les âges surtout avancés, donc les âges externes, l'importance de l'hémorragie, l'état initial du WFNS d'admission, donc qui est impacté par l'état de conscience, la présence d'un spasme artériel et puis un anévrisme qui ne serait pas accessible, bien entendu, à un traitement devant lequel on pourrait être assez démuni. Alors, l'hémorragie ménagée est caractérisée, donc, comme on l'a dit, par le syndrome ménagé aigu. C'est une urgence vitale. Et puis, le diagnostic, comme on l'a vu, doit d'abord reposer sur le scanner avant les autres types d'investigations. La principale cause va être donc l'anévrisme et on va voir ensemble les principes un peu du traitement. Alors, la prise en charge thérapeutique, toute hémorragie ménagée impose un transfert médicalisé immédiat en milieu neurochirurgical. Les objectifs du traitement vont être de lutter contre la douleur du syndrome ménager, supprimer la cause du saignement et puis prévenir et traiter les complications éventuelles. Alors, la prise en charge médicale, elle doit être débutée d'abord aux urgences avant le transport et doit comporter d'abord un repos strict au lit, un bilan préopératoire complet, et puis arrêter les apports par voie orale, la mise en place d'une voie veineuse, éventuellement d'une sonde nasogastrique en cas de trouble de la vigilance, et puis un traitement pharmacologique, antalgique, avec des médicaments qui ne perturbent pas les fonctions plaquettaires. Donc, il faut noter que dans ce contexte, les salicylés et ANS sont contre-indiqués. Alors, le contrôle des fonctions vitales, à savoir l'intubation et ventilation assistée en cas de détresse respiratoire. La pression artérielle doit être maintenue aux environs donc, de 15 mm, 150, donc 15 cm d'eau, 150 mm de mercure, de systolique, et prévention du spasme artériel par la nimodipine, notamment le nimotop, lorsque la pression artérielle peut être surveillée en continu. Mise en place d'une surveillance rigoureuse du pouls, de la pression artérielle, la conscience, la température et l'examen neurologique de façon régulière. Alors, la prise en charge interventionnelle, elle va s'imposer le plus tôt possible après mise en évidence de l'anévrisme, compte tenu du pronostic extrêmement grave du ressaignement. Alors, le traitement retardé peut être décidé s'il existe des troubles de conscience, donc notamment dans les hauts grades,
Et puis, des troubles neurovégétatifs sévères qui contre-indiquent le geste immédiat. Parfois, un spasme artériel sévère aussi peut faire retarder la décision de la chirurgie. Alors, le traitement chirurgical ou neuroradiologique en fonction de l'état du patient. Et puis, comme je le disais, surtout certaines considérations anatomiques, localisation de l'anévrisme, aspect du collet, etc. Donc, on va voir en revue les différentes modalités thérapeutiques interventionnelles, donc à savoir le clipping microchirurgical qui est la mise en place d'une pince métallique à la base de l'anévrisme pour l'exclure de la circulation. Et puis, la deuxième option, donc qui aujourd'hui, disons, est souvent proposée en première intention, à savoir le traitement endovasculaire par embolisation échoïle. Donc, c'est, comme je le disais, dans le même temps de l'artériographie, l'introduction de cathéters très fins qui arrivent jusqu'au niveau du sac anévrismal pour mettre en place ces fameux coils. Donc, c'est des spires souvent de matériel métallique de type platine qui vont remplir le sac et faire en sorte, comme vous le voyez ici, que le sac se retrouve exclu de la circulation et donc on arrive ainsi à traiter l'anévrisme. Donc, les principes du traitement, donc comme je le disais, ça aura pour but de l'exclusion de l'anévrisme et prévenir les complications. Alors, la stratégie dépendra, selon le cas, s'il s'agit d'un anévrisme rompu ou pas, de l'âge, de l'état d'admission, la localisation de la taille, le nombre, et de la morphologie en rapport avec le vaisseau porteur et les structures environnantes. Dans le cas de l'anévrisme rompu, donc on n'oubliera pas le traitement médical, comme on le disait, de l'hémorragie méningée, la prévention et le traitement du vasospasme, et puis un volet chirurgical qui s'adresse à l'anévrisme lui-même. Alors, le traitement médical, comme on le disait, doit se faire en unité de soins intensifs pour toutes les hémorragies méningées. Idéalement, une unité neuro-intensive devra être mise en place dans les différentes structures pour accueillir ce type de malade. On prendra en charge les troubles, enfin les fonctions vitales, gérer les troubles hydroélectrolytiques, prévention des crises d'épilepsie, de la douleur, de l'anxiété, traitement du vasospasme. Alors, il peut être médical ou endovasculaire. Et puis, on a classiquement l'habitude de parler de triple H-thérapie, à savoir hypertension, hypervolémie et modulation. Aujourd'hui, il faut savoir que ça se ressent surtout sur le contrôle de la tension artérielle avec une légère hypertension contrôlée. Et puis, bien sûr, rééducation et réinsertion sociale sur le long terme. Alors, les moyens de traitement, notamment de l'hydrocéphalie, peuvent se faire par un drainage externe. Donc, c'est un simple cathéter qu'on introduit dans le ventricule pour traiter l'hydrocéphalie aiguë. Sur le long terme, on peut mettre en place, bien entendu, un traitement de type dérivation ventriculo-péritonéale. Alors, sur le plan chirurgie, donc il faut quand même avoir un certain plateau technique, à savoir une équipe neurochirurgicale entraînée et dédiée à ce type de pratique. Alors, le plateau technique doit comporter au moins un microscope opératoire, des clips chirurgicaux, donc les fameux clips qu'on a décrits, surtout les clips de Yazar Gil, des écarteurs dédiés aussi pour pouvoir aborder les structures profondes, une têtière et puis bien entendu, une panoplie de technologies aujourd'hui existe, à savoir de la fluoroscopie, c'est-à-dire pouvoir visualiser les vaisseaux opératoires, le Doppler péropératoire, voire l'endoscopie. Donc aujourd'hui, l'arsenal technologique fait qu'on peut réaliser ce type d'intervention dans d'excellentes conditions. Alors, on insiste aussi sur le fait, bien entendu, que ce type de pathologie doit être pris en charge en équipe et une part importante revient à l'anesthésie et à la neuroréanimation, donc qui est indispensable pour avoir un bon résultat. Donc, la qualité de l'anesthésie générale doit être parfaite. On peut aller jusqu'à des comas barbituriques pour avoir une bonne détente cérébrale, surtout lorsqu'on intervient dans un contexte d'urgence avec un cerveau en hyperpression. Donc, vraiment, cette part d'anesthésie devient capitale. Alors, parfois, on est amené à faire un clampage temporaire. Donc, on peut aller jusqu'à une hypothermie induite. Parfois, un simple drainage spinal péropératoire permet d'aider justement à soulager cette pression avant l'ouverture de la boîte crânienne. Alors, pour ce qui est de la position ou de la chirurgie elle-même, donc on utilise fréquemment ce qu'on appelle l'abord ptérional. Donc, c'est surtout pour aller sur ces anévrismes de la circulation antérieure. Vous avez ici un peu la position opératoire. Et puis, le principe, c'est tout simplement d'aller aborder en profondeur les structures cérébrales et surtout l'axe
carotidien porteur. Donc, une fois qu'on a ouvert la vallée sylvienne, généralement, sous microscope, on arrive à identifier le et ses différentes branches. Et puis le deuxième temps, ben, ça va être justement l'exposition du sac anévrismal, donc qu'on visualise. Alors l'élément essentiel, c'est toujours identifier le collet, identifier les vaisseaux porteurs et les vaisseaux collatéraux qu'il faut absolument respecter, puisque un des risques de cette chirurgie, c'est justement induire de nouveaux, disons, déficits neurologiques par, disons, un mal positionnement du clip qui prendrait quelques vaisseaux environnants. Donc, il faut que le clip soit placé strictement au niveau du collet et en respectant tous les axes vasculaires environnants. Donc voilà un peu le résultat. Donc ce clipage peut être simple comme ce type de situation. Parfois, il peut être plus complexe et amener des techniques chirurgicales un peu plus complexes. Alors les résultats vont dépendre de l'expérience de l'équipe qui prend en charge. La mortalité est variable, on va le voir. Donc un peu dans notre pratique, vous voyez que le vasospasme, c'est à peu près 10%, on peut avoir 5% de complications infectieuses post-opératoires et puis des complications, disons, de type pneumonie ou autre, ce qui place un peu la mortalité, tout grade confondu, aux environs de 14%. Donc, vous voyez ici la répartition un peu de ces causes de mortalité. Vous voyez qu'on a quelques causes de mortalité en rupture préopératoire, malheureusement dans des phases d'attente qui aujourd'hui ne devraient plus se voir. Donc, pour ce qui est du vasospasme, donc, comme on a dit, c'est une complication gravissime et qui peut entraîner également une certaine mortalité, donc d'où l'importance de le prévenir avant sa survenue. Donc les délais de chirurgie doivent être réduits au maximum. Et puis, au niveau du suivi post-opératoire, donc, on a quand même, comme vous le voyez, un certain nombre de patients qui vont garder des déficits au long terme et donc qui vont nécessiter une réhabilitation prolongée. Donc, quelques exemples d'anévrisme. Donc, ici, c'est bien. Donc, vous voyez le contrôle après la mise en place du clip et l'axe vasculaire porteur qui a été parfaitement préservé. Donc, il s'agit d'un excellent résultat chirurgical. Pour les techniques endovasculaires, donc, comme je le disais, c'est l'exclusion de l'anévrisme par voie endoluminale, entraînant sa thrombose et éviter le risque de rupture. Donc, généralement, ça se fait sous AG. Et cette fois-ci, on va utiliser des agents donc anticoagulants, mais pour justement la sécurité du geste. Alors, on peut utiliser soit les coils, soit des ballons, soit aujourd'hui des stents dans certains cas. Et donc, pour ce qui est des indications, donc comme je le disais, aujourd'hui, on favorise, je dirais, l'endovasculaire à chaque qu'il est possible. Et pour les hauts grades ou en cas de contre-indication, on passe aux options chirurgicales. Donc là, l'aspect d'un anévrisme géant et puis le coiling. Donc, vous voyez ici l'embolisation et l'exclusion de l'anévrisme. Le cas d'un anévrisme géant, et dans ce cas-là, il était intracaverneux et le traitement se fait par un ballonnet. Donc, on parle de traffing. C'est une fermeture de la carotide qui permet d'exclure l'anévrisme à la condition que la suppléance soit favorable. Il faut savoir que le endovasculaire également comporte un certain nombre de complications, notamment le risque de rupture procédurale, les accidents ischémiques, le vasospasme, la migration des coils, la repérisation à distance qui peut être problématique, une mortalité qui n'est pas nulle de l'ordre de 1% et une morbidité de l'ordre de 2 à 3%. Ça, c'est pour les artériographies. Donc, et là, on insiste sur la prise en charge pluridisciplinaire entre les neurochirurgiens, les neuroréanimateurs et les neuro-interventionnistes pour garantir les meilleurs résultats. Donc, le timing du traitement, vous l'avez compris, doit se faire en urgence, idéalement dans les 48 premières heures. C'est la période à haut risque de résaignement. Donc, les hauts grades généralement sont confiés à la réanimation et un traitement endovasculaire peut être proposé. Les grades 1 et 2, on insiste énormément pour leur traitement urgent et le grade 3 sera traité au cas par cas. Alors, le choix entre l'endovasculaire et la chirurgie, je l'ai dit, l'endovasculaire est moins agressif et sera privilégié. Ses inconvénients, ça reste quand même son coût
sa disponibilité, les résultats à long terme parfois discutables. L'avantage de la chirurgie, c'est une sécurisation quasi définitive. L'inconvénient, bien sûr, c'est ces complications. Donc, nous avons ce type de conduite, à savoir que c'est deux traitements complémentaires. Donc, on privilégie l'endovasculaire simple à chaque fois que possible, en dehors peut-être des anévrismes sylviens qui sont plus chirurgicaux. Et puis, s'il y a possibilité de clipping simple, voire endovasculaire complexe, et c'est un grading qui permet de gérer un peu au cas par cas. Alors, les cas particuliers des anévrismes non rompus doivent être discutés selon le volume et le terrain. Les anévrismes multiples, comme je le disais, on débute par celui qui est saigné. Dans le cas des anévrismes géants, donc c'est presque une chirurgie, je dirais, pseudo-tumorale, mais il faut gérer, bien entendu, l'aspect vasculaire en même temps. Les anévrismes mycotiques doivent faire associer un traitement médical ciblé et le traitement, bien sûr, de la cause, à savoir les valvulopathies et dans les anévrismes complexes. Donc, ça peut aller jusqu'à des chirurgies dites de bypass, c'est-à-dire excision et puis anastomose vasculaire. Donc, c'est des techniques avancées qui sont rarement pratiquées. Alors, en conclusion, le traitement des anévrismes est une urgence. Le pronostic est lié à la gravité de l'hémorragie et le futur peut être orienté vers des traitements bioactifs et la maladie de l'artère. Donc, la notion de rareté doit être revue dans notre contexte et bien sûr, on insiste sur la prise en charge pluridisciplinaire. Alors, rapidement, je vais parler des malformations artério-veineuses cérébrales. Donc, contrairement aux anévrismes, c'est une pathologie qui est plus rare. Donc, elle peut causer néanmoins un taux de saignement annuel évalué à 2 à 4%. Et ce risque, en fait, il est cumulatif. Et donc, c'est dans la durée que le problème va se poser. Donc, la définition de la malformation, contrairement à l'anévrisme, ici, on le voit, il s'agit d'un enchevêtrement de vaisseaux qui vont s'interposer, donc, à la manière d'un shunt, entre un vaisseau qui alimente la mave et un vaisseau, comme ici, une veine artérialisée qui va, disons, drainer la malformation artério-veineuse. Et cette circulation à haute pression dans un lit vasculaire donc anormalement constitué va faire que le malade sera à risque de rupture. Alors, le traitement, là aussi, va être multimodal. On va le voir entre la chirurgie et l'embolisation selon les techniques un peu précédemment décrites. Mais la particularité ici, c'est qu'en plus, nous disposons d'une troisième modalité, à savoir la radiochirurgie Gamma Knife, sur laquelle je vais insister un peu plus. Alors, c'est la première pathologie, donc, en termes de radiochirurgie traitée dans notre centre. Vous voyez ici un peu l'âge moyen. Donc, souvent, c'est des patients, on dira, adultes jeunes quand ils se présentent. Disons, ici, on a une prédominance plutôt masculine. Et en termes de présentation, vous voyez que la majorité de nos malades se présentent avec une hémorragie. Parfois, il peut s'agir d'une épilepsie, parfois céphalée, parfois déficit neurologique focal. Alors, vous voyez qu'en termes de volume, les malformations, souvent, elles sont de taille inférieure à 5 cm3, mais parfois, on peut avoir des malformations artério-veineuses géantes et qui vont être très problématiques pour la prise en charge. Alors, pourquoi nous traitons les malformations artério-veineuses? Ben, pour la simple raison que c'est une pathologie, là aussi, pourvoyeuse d'hémorragie. Vous voyez ici les pourcentages de risque, même s'ils sont faibles, mais comme je le disais, c'est un risque cumulatif. Et plus la durée va se prolonger, plus les patients indemnes de tous ces éléments vont devenir très rares. Et donc, chez les patients jeunes symptomatiques, généralement, on les retient pour un traitement. Alors, en ce qui concerne les techniques de traitement, donc bien entendu, on peut soit aller exciser directement la malformation en coupant ses afférences et en la réséquant lorsque, je dirais, la, la lésion est accessible. Donc, on parle de malformation de grade Spezler-Martin 1 et 2. Et puis, parfois, on peut être amené à faire une embolisation, donc à savoir occlure par la même technique donc ce type de vaisseau. Donc ça c'est pour les techniques donc chirurgicales et endovasculaires. Donc concernant les techniques, je dirais donc euh, radiochirurgicales dont on dispose, vous voyez ici qu'aujourd'hui les taux de succès ou de chirurgie restent quand même assez faibles. Et aujourd'hui, une grande
partie de ces malformations sont traitées en fait par radiochirurgie gamma knife. Alors, la radiochirurgie gamma knife, c'est une modalité thérapeutique qui va concentrer des rayons à la manière d'une chirurgie. Donc, ça se fait en séance unique sur une machine qui s'appelle le gamma knife dans notre contexte. Donc, c'est une technique qui se fait sous anesthésie locale en 4 étapes: mise en place du cadre de stéréotaxie, réalisation d'une imagerie, planification, qui est le design du mode d'irradiation, et puis le traitement lui-même, où le patient est simplement allongé dans la machine, il ne ressent absolument rien et peut pratiquement quitter le jour même du traitement vers son domicile. Donc, c'est le gros avantage, c'est l'innocuité de la technique. Alors, ces rayons, qu'est-ce qu'ils vont induire? Ils vont induire une sorte d'inflammation et de prolifération de l'intima des vaisseaux qui fera qu'avec le temps, en général une moyenne de 5 ans, on arrive à occlure les malformations artério-veineuses. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle les courbes dose-réponse et qui montre que sur des doses pratiquées de 24 degrés, on arrive à des taux d'occlusion qui sont pratiquement à 90%. Alors, donc, comme je l'avais dit dans notre contexte, donc il s'agit de la première indication de la radiochirurgie, même si il existe beaucoup d'autres en neurochirurgie. Ça, c'est un peu les résultats. Donc, on a des taux d'occlusion qui arrivent jusqu'à 60% à partir de 1 an pour les cas les plus anciens qu'on a traités. Donc, c'est ainsi qu'on a pu observer ce type de résultats. Donc, à savoir, vous voyez ici donc une malformation artério-veineuse en préopératoire et vous voyez ici, 3 ans après le traitement, la disparition complète avec un patient indemne, c'est ce qu'on appelle un bon résultat. Et donc, voilà un peu le shift qu'a connu notre centre avant la radiochirurgie et après l'installation de la radiochirurgie. C'est qu'on avait, avant la radiochirurgie, pratiquement 25% des patients qui ne bénéficiaient d'aucun traitement ou 2 cas, comme ici, devaient être transférés à l'étranger. Aujourd'hui, on prend en charge 100% de nos malades et la majorité, comme je le disais, plutôt en radiochirurgie, vu la simplicité et l'efficacité de ces techniques. Donc voilà encore un cas, vous voyez, une malformation qui est totalement guérie au bout de 3 ans. Et encore un autre cas. Alors, bien entendu, il s'agit d'une technique chirurgicale qui peut avoir certaines complications, donc fort heureusement aucune mortalité, mais il faut gérer l'épilepsie post-opératoire. Parfois, on a des œdèmes qu'il faut gérer. Et puis surtout, nous insistons sur ce délai d'action de 5 ans parfois, et qui fait que durant cette période de latence, on peut avoir encore un certain taux de renseignement. Donc, le patient doit être averti par rapport à cette éventualité. Donc, enfin, j'insisterai sur le fait que ces types de pratiques doivent toujours se faire dans un cadre pluridisciplinaire. Donc, nous tenons régulièrement des staffs où nous discutons donc de tous ces cas pour essayer de choisir la meilleure option. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir un centre pluridisciplinaire avec tous les moyens disponibles pour la prise en charge de ces cas neurovasculaires. Et bien entendu, la décision se prend toujours en fonction du risque-bénéfice de ce type d'intervention. Alors, je terminerai tout simplement en insistant sur le fait que dans notre contexte africain, on a quand même un accès parfois qui reste limité aux techniques avancées d'imagerie, à savoir IRM et surtout en géographie. Il y a une inégalité de disponibilité des techniques et donc ça, c'est justement toute l'importance de la formation et de la coopération régionale. Et il faudrait qu'on puisse développer des centres de référence comme ça, régionaux, qui pourraient prendre en charge un peu nos patients. En conclusion, donc, ce type de pathologie, à savoir anévrisme MAV, nécessite quand même un diagnostic précoce et un transfert rapide pour prise en charge. La chirurgie et l'endovasculaire sont des techniques complémentaires qui doivent être disponibles. Donc, en Afrique, le message, c'est qu'il faut absolument renforcer les infrastructures et compétences. Et puis, dans ce domaine, on ne peut qu'encourager la coopération internationale et les réseaux régionaux. Et je vous remercie. Professeur, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la pertinence et la qualité pédagogique de votre intervention, ainsi que pour la richesse des connaissances partagées. Nous entamerons à présent la phase des questions-réponses. Celle-ci se déroulera selon l'ordre des mains levées. Mais avant de poser votre question ou de formuler votre remarque, merci de vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Une fois votre prise de parole terminée, je vous invite à abaisser votre main. Je vous remercie enfin pour la
présence et l'engagement tout au long de ce webinaire dont vous ferez preuve. Merci. Professeur, nous avons une préoccupation dans la discussion de Monsieur Soumaré qui Oui. demande à quel moment faut-il faire l'ionogramme à la recherche des troubles ioniques. Alors, c'est une excellente question. Et la réponse, comme je le disais, un ionogramme est à faire dès l'admission, parce que ça peut être effectivement précoce. Et en général, ces malades sont surveillés par la suite régulièrement, donc que ce soit en milieu de réanimation, bien entendu, et unité de soins intensifs, donc c'est quasiment quotidien. Et puis, si c'est en hospitalisation, je dirais de manière régulière. Et donc, les bilans biologiques dans ce type de situation sont souvent répétés depuis pratiquement le diagnostic jusqu'à la sortie du malade. Ok, merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. Monsieur Soumaré, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction ou dans le cas contraire, vous pouvez prendre la parole et vous prononcer. Bonjour. Bonjour, Monsieur Soumaré. Bonjour. Au fait, l'explication m'a été un peu passée parce que les réseaux crachaient un peu. Si peut un peu reprendre la partie. Merci. Merci. Ok, merci. Ok, dans la discussion, nous avons que des remerciements. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre la parole et vous présenter? Monsieur Abaka Ali, ou je ne sais pas si vous êtes là. Au tout hasard, Monsieur Abdoulaye Ouedraogo. Bonjour. Pouvez-vous prendre la parole, s'il vous plaît, vous présenter? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, Madame Fatim, pouvez-vous prendre la parole et vous présenter, nous dire de quel pays vous nous suivez et si vous avez gardé un truc particulier lors de l'intervention du professeur? Peut-être que Madame Fatim, ok, elle doit avoir un problème parce qu'elle répond directement dans la discussion. Ok. Monsieur Youssouf, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Ok, nous avons une main levée. Monsieur Bakari, bonjour. Vous avez la parole, Monsieur Bakari. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît.
On a une question dans le chat. Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis le docteur Drabo Bakari et je suis OK. médecin burkinabé et également médecin autorisé à travailler en France dans le domaine de la médecine d'urgence. Et je tiens à vous féliciter parce que la présentation était très bonne et bien compréhensible. Et le sujet aussi est important et qui est une urgence et vraiment et extrême et dans le même ordre ou un peu moins que la, les urgences cardiovasculaires. Et voilà. Et le thème a été bien abordé. Les différentes techniques ont été dites. Et c'est ce message que je voudrais pas passer. Et on tâcherait d'appliquer. Et pour moi particulièrement orienté dans les structures, dans les services d'aval tels que la réanimation, la neurochirurgie pour la prise en charge. Et merci pour la présentation. Je vous- Ok, merci Monsieur Bakary. Je ne sais pas si vous avez une question ou c'était juste des remarques et apports. C'était ce apport que je voudrais faire. D'accord, merci Monsieur Bakary pour votre intervention. Professeur Adil, nous avons une préoccupation dans la discussion de Monsieur ou Madame Mukanda, qui est est-ce qu'il est opportun de privilégier la radiochirurgie gamma-NIF en cas d'EMAV, vu qu'elle donne des résultats à long terme, c'est-à-dire dans 5 ans, par rapport à d'autres modalités thérapeutiques qui donnent des résultats à l'immédiat? Donc, effectivement, lors de nos réunions, disons, de concertation, à chaque fois qu'un patient a saigné, nous devons d'abord discuter et privilégier les techniques qui vont donner un résultat immédiat, à savoir une excision chirurgicale ou une technique d'endovasculaire embolisation. Il se trouve que les techniques endovasculaires d'embolisation ont des taux de succès sur les MAV qui restent quand même assez faibles, moins de 25% dans notre cas, avec des risques de complications souvent sur les zones fonctionnelles. Pour la chirurgie, comme j'ai dit, elle est applicable et faite à chaque fois qu'on a des bas grades de Spetzler-Martin, c'est-à-dire 1 et 2, une lésion accessible hors zone fonctionnelle. Mais pour toutes les autres situations, malheureusement, donc on se rabat, je dirais, sur la technique radiochirurgicale qui certes a de moindres risques en termes de complications, mais bien sûr, le patient est averti du risque de ressaignement pendant la période de latence. Ok, merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. Je ne sais pas si Monsieur ou Madame Mukonda a eu satisfaction. Vous pouvez toutefois prendre la parole et nous dire si vous avez eu satisfaction, Monsieur ou Madame Mukonda, et vous présenter en même temps. Je pense qu'avec ce silence, c'est un oui. Monsieur ou madame qui a pour nom utilisateur de Zoom, pour identifier un utilisateur de Zoom, vous avez la parole. Monsieur ou madame,
Vous avez la parole. Vous avez comme identifiant utilisateur de Zoom, ce qui fait que je n'ai pas votre nom, mais vous pouvez prendre la parole et vous prononcer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher maître, pour cette Bonjour. présentation aussi scientifique, pédagogue. Nous sommes docteur Évaris, DS en anesthésie et réanimation. Donc, cher maître, notre préoccupation, elle est unique. C'est de savoir quelle est la conduite à tenir devant un échec d'une pose de stents ou encore devant un échec de clépage. Maintenant aussi, quel serait le devenir de ce patient? Merci, professeur, pour la qualité de la présentation. Alors, je dirais que la question des échecs se pose, bien entendu. Donc, pour nous, l'échec doit d'abord être prévenu. C'est-à-dire que si on est dans un contexte d'échec d'un geste endovasculaire ou un échec de chirurgie, on peut réduire ces taux d'échec lorsque on a pu, je dirais, bien analyser le dossier pour choisir la bonne technique pour le bon cas. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il se trouve qu'en ayant valider un cas pour l'une ou l'autre technique, on perd procédure, on peut avoir un certain nombre de difficultés qui feront qu'on n'arrive pas à atteindre le but, à savoir l'exclusion. Donc, en général, lorsque cela se passe, bien entendu, c'est l'expérience et l'expertise de l'équipe qui prend en charge le patient, qui doit avoir justement la sagesse de connaître un peu les limites et savoir s'arrêter pour éventuellement passer à une autre technique. Donc, entre les techniques endovasculaires avec leurs différentes modalités, des techniques, disons, chirurgicales avec leurs modalités, on arrive quand même à gérer plus, je dirais, de 95% au moins des cas. Donc, ça veut dire que le nombre de cas qui va être en échec définitif reste quand même extrêmement faible, fort heureusement. Ok, D'accord. merci, professeur, pour votre réponse. Docteur, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Effectivement, je suis satisfait. Mais là, j'ai une deuxième question, si vous me le permettez. Bien sûr. Oui, avec plaisir. Professeur, supposons pour les chirurgies à ciel ouvert, devant une rupture anévrismale en opératoire, est-ce qu'il existe des avancées scientifiques pour résoudre ces problèmes? Parce que généralement, dans notre contrée, nous avons déjà le champ qui est presque souillé et il est même difficile de clamper pour arrêter l'hémorragie. Alors, c'est une question, je dirais, assez technique, mais on va dire, on comprend votre souci parce que c'est un peu la hantise. Une rupture péropératoire, ce n'est jamais un événement, on va dire, anodin. Il y a quand même de grands risques derrière. Ben, je dirais, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que le tout, c'est de prévenir en amont. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le chirurgien, avant de faire son intervention, il a déjà planifié quels sont les risques de cette rupture péropératoire et il a déjà pris les dispositions en termes à la fois de prévention, et ça concerne la technique d'approche de l'anévrisme lui-même, mais surtout, je dirais, de prévention en termes de gestion de cette rupture. Donc, notamment, vous le savez, on prépare toujours des clampages temporaires qui vont permettre de venir protéger. Donc, ces clampages temporaires doivent être discutés en fonction du niveau de l'anévrisme. Si je suis sur un anévrisme supraclénoïdien, je sais que parfois j'ai à exposer la carotide au niveau du cou pour pouvoir la clamper en cas de besoin. Si je suis sur un anévrisme supraclinoïdien, ben je sais que si j'ai accès à ma carotide ou à mon axe porteur en amont, en général, je vais contrôler cette rupture. Il faut se préparer au niveau de l'anesthésie pour contrôler la tension de manière rapide. Il faut se préparer pour avoir les suceurs adéquats et les moyens techniques adéquats pour la maîtriser quand elle survient. Et puis surtout, comme je disais, la prévenir par des dissections très prudentes et des manipulations très prudentes. Après, dans l'idéal, quand vous parlez de moyens technologiques, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les salles hybrides. Donc, les salles hybrides, c'est les salles qui permettent à la fois de faire et de la neurochirurgie et de l'endovasculaire. Et là, effectivement, si on a la possibilité, ben, au lieu de faire un clampage, je dirais,
technique classique qui est une pince sur un vaisseau, ben, on peut être amené à faire un clampage temporaire par un ballon ou autre dispositif endovasculaire. Donc, c'est surtout ça un peu ma vision par rapport à cette problématique de la rupture D'accord. péropératoire. Merci, Merci. professeur, pour votre réponse. Docteur, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction, si vous avez d'autres Bien sûr, bien préoccupations. sûr. Merci beaucoup, merci. D'accord, merci. Docteur Francis, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole et vous présenter votre fonction et peut-être nous dire si vous avez une petite préoccupation suite à la présentation du professeur. Ok, bon. Je ne sais pas si, professeur, je ne sais pas si vous avez une petite question à poser. Peut-être nous aurons des interventions dans la discussion. Ben, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir en fait les expériences des uns et des autres par rapport à la gestion de ce type de pathologie dans les différents pays. Donc, surtout à savoir en termes de diagnostic, quelle est un peu l'épidémiologie constatée. Est-ce qu'on a un peu le même phénomène qu'on a eu maintenant qu'on a un peu des scanners et de l'imagerie un peu partout? Je pense que le diagnostic doit en fait augmenter de plus en plus de ces pathologies et bien sûr comment la gestion locale est faite, puisque c'est surtout à ça que on devrait pouvoir s'attacher et répondre, c'est comment améliorer la prise en charge de ces malades. Qu'en est-il aujourd'hui un peu l'expérience des uns et des autres? Ça, c'est un point que j'aimerais un peu discuter. D'accord, merci, professeur. Je ne sais pas si docteur Antoine peut partager ses expériences avec nous ou dans le cas contraire, se présenter. J'ai vu un collègue de la RDC, donc moi-même, donc, comme on collabore énormément à Rabat pour la formation de collègues d'autres pays, donc notamment les collègues en RDC. Donc j'ai eu à me déplacer dans un contexte d'urgence pour un traitement d'un anévrisme. Donc je sais qu'aujourd'hui, ils ont développé pas mal d'activités en termes à la fois et de diagnostic et de traitement. Je pense même les salles d'angiographie aujourd'hui commencent à arriver un peu partout. Ok, d'accord, merci, professeur. Alors, je vois une question dans le chat qui concerne la situation d'une femme enceinte porteuse d'un anévrisme ou malformation artérieuse. Est-il prudent de la laisser subir le stress de travail et d'accouchement? Donc là, c'est des questions, je dirais, récurrentes de pratique où malheureusement, vu les modifications qui se passent pendant la grossesse, notamment en termes d'inflation hydrique, modification de la tension artérielle, etc., on est régulièrement amené à des diagnostics de rupture en disons, grossesse ou péri-accouchement. Et là, se pose la problématique. Donc, en général, comme on l'a dit, s'il y a rupture, surtout d'un anévrisme, donc là, clairement, la priorité, c'est de traiter. Donc, il faut traiter. Et puis, pour le stress du travail, bien sûr, c'est un facteur favorisant le saignement. Donc, en général, aujourd'hui, la recommandation pour les patientes, notamment porteuses de malformations intraveineuses, c'est soit éviter une grossesse quand la patiente est encore jeune et qu'elle peut attendre et décaler son désir de grossesse et d'enfant, soit si grossesse survient, c'est d'accompagner la patiente et plutôt de recommander des voix hautes plutôt qu'une voix basse. Ok, merci, professeur, pour votre réponse. Je
Docteur Antoine, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction à votre préoccupation. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Je suis satisfait. D'accord. De passage, je voulais dire que je ne suis pas neurochirurgien. Moi, je suis gynécologue obstétricien. Je suis là par curiosité. Très bien. Ok. Donc, ce genre de cas, on les gère effectivement en équipe pluridisciplinaire avec nos amis et collègues gynéco-obstétriciens. Mais donc, les recommandations ont un peu changé. Je pense qu'il y a quelques années, on autorisait les accouchements par voie basse. Mais depuis qu'il y a eu quelques études qui montraient quand même un risque significativement plus élevé, la recommandation, c'est plutôt soit éviter pour les femmes jeunes, attendre la guérison et puis programmer la grossesse, soit éviter la voie basse parce que le risque est quand même un peu plus élevé. Ok. Merci, professeur. Merci également à vous, docteur Antoine, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. En attendant d'autres réactions dans la discussion, ainsi que des mains levées, je vais rapidement rappeler la procédure d'obtention de l'attestation. Pour obtenir votre attestation du webinaire de ce jour, il vous suffira de vous connecter à la plateforme Rema Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour qu'est anévrisme et malformation congénitale dans la barre de recherche. Vous bénéficierez de l'enregistrement de la formation et pourrez répondre à un questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous serez ainsi en mesure de télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous restons disponibles pour toute préoccupation au numéro suivant: plus 229 01 96 50 81 30. Je réitère, plus 229 01 96 50 81 30. Merci. Au tout hasard, je ne sais pas si Monsieur Dr. Chris Roy Ahmedbede veut dire quelque chose, de se prononcer, se présenter avant de prendre d'autres préoccupations. Ok, alors bonjour à tout le monde. Bonjour docteur, je pense que c'est docteur, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis médecin D'accord. généraliste au Togo. Bon, moi j'ai joint le webinaire en cours, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, ni de préoccupation particulière. Merci. Merci docteur. Je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous si vous avez déjà eu à rencontrer ces cas et comment vous aviez eu à gérer. Alors, comme je le disais, je n'ai pas suivi vraiment depuis le début. Franchement, c'est pas, j'ai suivi jusque une très petite partie vers la fin. Donc, je ne peux pas me prononcer clairement en fait. Ok, Ouais. d'accord docteur. Professeur, je ne sais pas si vous voulez vous prononcer par rapport. Ben, comme on le disait, il y a cette notion de rareté qui pour moi est à revoir. Et après, bon, c'est vrai que ça dépend aussi de la pratique des uns et des autres. Ok, d'accord professeur. Je tiens toutefois à vous réitérer une fois de plus mes remerciements les plus chaleureux pour la qualité et la clarté de votre intervention. D'après vous, professeur, quel serait le message essentiel à retenir de cette présentation? Ben, disons qu'il y a une responsabilité, je dirais, médicale partagée quant au diagnostic, parce que ça fait toujours un
peu mal au cœur de voir que des patients parfois échappent au diagnostic parce que le médecin qui a reçu le patient initialement n'a pas été suffisamment alerte pour demander un simple scanner. Donc ça, c'est vraiment le premier message, c'est pouvoir faire le diagnostic. Maintenant, une fois le diagnostic fait, ben, le deuxième message, je dirais, porterait sur l'organisation des soins, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau de nos pays respectifs, il faut qu'il y ait suffisamment de protocoles ou plutôt de réseaux de soins d'un certain niveau. Là, on est en train de parler de soins tertiaires de niveau avancé ou alors, dans le cadre justement de collaboration internationale, régionale, avoir quand même des centres capables de prendre en charge rapidement et efficacement ces patients, parce que ça, c'est capital et, comme je le disais, vital pour leur devenir. Donc, c'est vraiment les deux points, le point du diagnostic, ne pas passer à côté, et le point de la prise en charge, essayer de l'optimiser au mieux et ne pas hésiter, le cas échéant, à faire appel au réseau, à la pluridisciplinarité qui est fondamentale. Ok, d'accord, professeur. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour la valeur ajoutée que vous avez apportée à cette rencontre. Je tiens également à remercier chacun et chacune d'entre vous, chers collègues, pour votre présence attentive et vos différentes contributions. Je suis ravie de vous annoncer que notre prochain webinaire se tiendra le samedi 11 octobre 2025 à 9 heures GMT sur un sujet d'importance capitale, la méningo-encéphalite. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vous êtes votre bien le plus précieux. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et une fois encore, merci professeur. Merci à vous.